9 9 degrés. Oh, pas ça mal. va, ça va. Oh, ça va. J'ai fait 10 l'autre fois, j'ai survécu. J'ai fait 10. Sur 10, mon capitaine. J'ai fait 10 sur 20. Je n'ai même pas regardé à combien elle était, celle que j'ai vue tout à l'heure. Bon, Mais elle était on va très arrêter bonne. tout de suite. Là, j'ai lancé l'enregistrement. On va dire qu'on a dû prendre 12 minutes. Je suis obligé... Voilà. On va dire qu'on commence maintenant. On est d'accord. Et bon, j'ai une petite nouvelle pour vous. On a un label. Ah, Oh, Ouais, et je suis obligé par contrat, je suis obligé de le placer maintenant. Monsieur Série est un podcast semi-amateur du label du 18 juin. Les labels du 18 juin, Oh. ils vous ont compris. Je suis content de ma connerie en plus. Bonsoir tout le tu monde. peux être fier. bonsoir. Et j'ai fait ça Bonsoir. à l'arrache, juste avant de commencer. Bonsoir, Monsieur Série and Friends, épisode 25. Oui, je me suis pas trompé cette fois-ci. Épisode 25, saison 4. Avec moi ce soir, j'ai Elodie, Bonsoir. qui a 10. J'ai Clément, Bonsoir à tous. l'homme cotonneux. L'homme cotonneux. Et Olivier, l'homme fatigué. Voilà. Bonsoir le bébé de show. Et voici le bébé show. Alors, qui c'est qui fait Krasuki? Qui c'est? Non? Personne? Bon. Non, Je me pas souviens que Krasuki, de moi. crac crac. Ouais, moi je suis Chirac aussi. Moi je suis crac-crac. Moi. Ouais. Non, mais moi, je peux pas. C'est... Vu le comique, entre guillemets, qui était derrière et ce qu'il est devenu, je peux plus. C'est sûr. Je peux plus. Bon. Est-ce que, à part la fatigue et le coton et j'ai 10, est-ce que vous allez bien? Très bien. Oui. Et je sais... Alors, je vois que ça a partagé sur Twitter, mais je sais pas si ça a partagé tout le monde. Bon, je vais le faire juste après. Ça tombe, y a personne Moi, qui je nous l'ai écoute. fait, mon capitaine. Hein. Tu l'as fait. Ouais. Effectivement. Merci, je le retweet. Ah, Ah là, exactement. je peux Alors, avoir un bon point. Hein. Ah la faillite. t'as déjà eu un jeu sur Steam gratuitement. C'est vrai. Je peux pas encore te donner des bons points, t'exagères. Bon, Oh. au programme de ce soir, on va vous parler de Cheers. J'ai obligé l'équipe. Bon, obligé. On était Il y a- consentants. Voilà, vous étiez quand même consentants et il y en avait qui avaient déjà commencé. Et bon, c'était assez facile pour l'instant parce que quand on voit la liste des pilotes possibles à venir, on a des choses sympas et des choses un peu plus. Oui, je suis fier d'avoir mis Rick Hunter en plein milieu. Des trucs un peu plus difficiles. Ah, moi j'ai très envie de voir Kenter. Ah ben Ah, moi aussi. franchement, j'en ai revu il y a pas si longtemps que ça et ben j'avais bien aimé parce que ça marche quoi, ça fait son taf. Donc Bah, on va C'est ça, je pense que c'est des genres de séries qu'on voit plus maintenant en fait. Donc du Non. coup ça paraît presque original. Oui, c'est ça, mais dans les années 80. Et donc, on va parler du pilote de Cheers. On va vous donner des recommandations avec VIP, The Good Place, Abyss et The Act, et peut-être Osmosis, on verra si on a le temps. Voilà, on vous donne tout ça à titre indicatif. Hein. Après, s'il y a des choses qu'on ne fait pas, bah, vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Ouais. Voilà. Et on aura Et nous un tout Ou petit nous peu mettre d'actu. des commentaires bien dégueux sur iTunes, Oui. comme vous voulez. Faites-le. Allez, faites-le. Faisez des commentaires. Hein? Faisez Ah, des vas-y. commentaires, des commentaires dégueux. Voilà, c'est... Mais avec des références de plus en plus vieilles. Oui, Ah, voilà. Oh là là, ça fait très Benny Hill. C'est vrai que ça me manque un peu de Léon Zitrone quand même dans les. Oui, j'ai perdu mes lunettes, on m'a cassé mes lunettes. Voilà. Bref, trêve de conneries. On va en remettre après, vous inquiétez pas. On va lancer le générique, le jingle de l'actu. Hello les loulous, c'est 9 Michel. degrés. On m'a demandé de vous dire que c'était l'heure de l'actu. C'est bon, je peux rentrer chez moi maintenant.
Bah, c'est pas très chaud, 9 degrés, hein. Non, mais c'est amer, ça goûte le chocolat et le café. C'est de la stout. Voilà. Ah, mais ça, c'est pour le petit-déj, c'est parce qu'il est pas Avec- 9h. À Avec 1h du matin. avec Hercule Poivreau. Mhm. Ou comme pour d'autres Hercule, virgule, sinon je t'en file un pull. Euh, C'est l'heure de l'actu, et l'actu, bah, vu que en général ça fait chier un peu tout le monde, on en fait peu. Mais qu'est-ce qu'on le fait bien? Mais on le fait bien, voilà, c'est ça. On vous annonce que Lucifer, la saison 4, arrivera le 10 mai sur Netflix, apparemment. Ah bah d'accord. Voilà. Tout le monde y s'en fout. Bah ouais. Que, toujours en parlant de Netflix, CBS All Access voudrait bien racheter One Day at a Time, mais Netflix a dit, bah plutôt crever. Va chier. Bah, Et sinon, qu'est-ce qu'il leur a dit aussi Va te faire enculer. Voilà. Oh, bah ça, ce n'est pas très poli, dites donc. non, ça c'est pas sympa quand même. Non, en gros, Franchement, c'est toujours une histoire de droit, comme quoi, bah, ils ont un contrat qui leur dit que ils peuvent très bien le laisser mourir autant de temps qu'ils veulent. Pendant 2 ans, je crois. Voilà, pendant 2 ans. Ils peuvent le garder sans que Voilà. personne ne le reprenne. Ils en veulent pas, mais les autres, ils C'est- peuvent pas les avoir. Quelle Voilà. bande d'enfants. Je crois que c'est le même cas de figure avec les séries Marvel, il me semble. Ouais. Les personnages de Marvel ne peuvent pas être récupérés pendant 2 ou 3 ans encore. Ouais. Ouais, bah ouais, c'est ce qui permet d'avoir des gros cachets, des grosses exclusivités, ce genre de conneries. Mais bon, voilà, c'est comme un gros fainéant au chômage qui râle parce que son voisin d'à côté a plus que lui. Voilà. Il veut pas avoir ce qu'il a, il veut juste que lui, il l'a pas non plus. Donc, Netflix, c'est un gros fainéant au chômage. Tu es sur une pente politique. Ah ouais, je glisse là. J'ai pas tout compris à la métaphore là, mais ok. Non, mais c'est pas grave. Il y a des gens comme ça dans la vie. Pas forcément au chômage, encore une fois. Je vois plus la métaphore de l'enfant me parle plus, tu vois déjà. Oui, mais il y a des gens qui restent enfants très longtemps et ça devient même au violent. chômage. Même au chômage, des enfants au chômage. Et qui en gros, ils disent bah, moi j'ai pas ça, c'est pas cool. Eh ben tu sais quoi, toi non plus tu l'auras pas. C'est ça. Voilà, c'est une belle mentalité, c'est la mentalité Netflix. On est dans une belle époque. Merci Netflix, merci du fond du slip. Et alors, et pour finir sur le remerciement, ils ont renouvelé l'Umbrella Academy, quoi. Aïe, aïe, mais sérieusement. Là, là, tu vois, ça fait PMU, ça fait café du commerce, c'est bien comme ça, je m'enfonce dans les clichés. Mais bref, globalement, dans l'équipe, tout le monde, il s'en fout. Mais il y a des gens qui sont contents. Tout comme le fait que... il y a... comment ça s'appelle encore la Casa de Papel qui arrive, qui revient bientôt. Ah oui, c'est ça. Et tout le monde, Je s'en sais fout. plus quand d'ailleurs. Je sais plus quand. C'est en mai. Tellement je m'en fous, en fait, j'ai oublié. Ouais, je pense que c'est en mai, on s'en fout. Par contre, est-ce que tu t'en fous pas? Parce que vu que tu l'as noté, je suppose que tu t'en fous pas trop. Non, si, tu t'en fais, non? Je m'en fous un peu, mais. Tu l'as noté mais je quand même, pense qu'il y a des gens Sylvie, qui s'en foutent moins. Tu sais que le SEO en podcast, ça marche pas. Ah mince. Les mots-clés en bas, pas encore. Jusqu'au Tant jour où pis. ils vont étudier ce qu'on dit. Et là, on va se retrouver dans des sites porno, ça va être n'importe quoi. Mais voilà, donc tu as retenu. Que Game of Thrones aurait droit à son documentaire à la fin de la dernière saison. Ça va être la documentariste britannique Jenny Finlay qui a suivi en fait tout le tournage de la dernière saison et qui en fera un film de 2 heures. Ça suivra surtout les conditions de tournage. Et les fans attendent ce documentaire puisqu'il va y avoir tout comment a été tournée la fameuse scène tournée en Irlande du Nord où il y a une gigantesque bataille qui a pris 55 jours de tournage, où le temps a été dégueulasse et qu'ils sont passés de péripéties en péripéties sur ce tournage. Donc voilà, la dernière saison de Game of Thrones arrive le 14 avril et dès la fin du... Je crois qu'on va en entendre parler un peu. Je pense que ça va pas passer inaperçu. Mais donc dès la fin de la diffusion de la première saison, le documentaire sera diffusé le 26 mai.
Par contre, je suis désolé, mais tu as un peu trop bien prononcé Game of Thrones. Est-ce que tu pourrais mal le prononcer, genre Game of Thrones ou... Ah, Game of Thrones. Ouais, ou Lions the Thrones, ou un truc dans le genre. Ah, on y Ouais. vient. Game of Thrones. Oui, merci. Oh, putain. Non, mais sérieusement, tu commences à bien prononcer l'anglais en plus. Ah oui. Où l'on c'est va vrai. Alors, ben Bon, voilà, Bénédicte. on a tout, c'est tout ce qu'on a retenu. C'est Oui. déjà pas mal. Parce que pour l'instant, c'est un peu calme, mais ça va s'énerver dans même pas un mois. Les upfront. Et les upfronts qui vont arriver, et je pense que, ouais, c'est ça. Un bon mois, peut-être un peu moins, parce que chaque année, j'ai l'impression qu'ils reculent un peu les débuts des annonces. Comment veux-tu? Exactement. Il y a que un je vois, embouteillage, vu hein. les reculs. Pardon? Il y a un vrai embouteillage avec le nombre de sorties qu'il y a maintenant. Ah ouais, de toute façon, tu ne peux plus tout voir, tu ne peux plus tout connaître, c'est impossible. Mais C'est même en termes de impossible. promo, je pense que ça devient compliqué. Ils sont obligés effectivement, des fois de repousser pour arriver à se ménager une place médiatique pour les annonces. C'est compliqué, comme. Ouais. En tout cas, pour tout ce qui n'est pas network, les grands networks américains. Mm. Eux, ils restent toujours dans cette petite partie du mois de mai, parce que ça leur est réservé, on va dire. Et pour les autres, en général, ils le font un peu avant ou un tout petit peu après. Mais le faire en même temps, c'est vraiment très con. C'est vraiment très con, effectivement. On verra de toute façon, c'est dans les semaines qui viennent. Bon, ben on va directement passer dans le vif du sujet, dans le gras du cochon, Ah, dans la du mousse, cochon. Du cochon. dans la mousse de la bière. On va parler de Cheers. Et comme j'ai vachement bien préparé, j'ai fermé mon onglet juste avant où j'avais mis le générique de Cheers. Mais oui. Ah bah bravo. Voilà. C'est là on voit le Est-ce que côté quelqu'un peut chanter semi-amateur, quoi. Est-ce que... Bah oui, semi-amateur. On n'est pas semi-professionnel, on est semi-amateur. Qui chante le générique? On remercie YouTube. On peut peut-être chanter par-dessus. Si on va faire striker. Est-ce que t'as vraiment envie d'entendre ça? Non. Je veux dire, Cécile n'est pas parmi nous ce soir. Non, par Sûr contre, on peut te dire qu'on entend le générique de Cheers dans le film Under the Silver Lake, qui est sorti au cinéma l'année dernière, il me semble. Et il y a un clin d'œil à Cheers dedans. De toute façon, les clins d'œil à Cheers, dans le cinéma, dans les séries, dans plein de choses, il y en a une liste. Et si vous voulez savoir un peu plus, il suffit d'écouter le C'est rigolo spécial Cheers. C'est ça. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Pendant ce temps-là, moi, je suis en train d'essayer de faire rentrer C'est rigolo dans Monsieur Série and Friends, comme ça, bon, bah... Ça m'évite de devoir en faire un à part quand j'ai pas le temps. Ça devient un peu trop sexuel ton histoire là. Ah, moi, je fais rentrer les choses dans les autres et tout ça, mais ça, c'est depuis qu'on est sous le label du 18 juin. Mm. Ah bah, je suis fan de mes conneries, au moins, voilà, je suis... Même si je suis tout seul, au moins, je suis mon meilleur public. Donc, Cheers. Alors, c'est une sitcom américaine de 10 saisons, NBC, qui a eu lieu, enfin, qui a été diffusée entre septembre 82 et mai... Alors, je le dis en français ou en belge? Allez, 93-93. Allez, on dit tout. Voilà. En belge, c'est mieux quand même. En 9-3, représente. Et qui a été diffusé aussi pour la France sur Série Club, mais globalement, en France ou en Belgique, c'est pas une série qui a été ultra diffusée. C'est assez rare de la trouver. Pardon? J'ai entendu quelqu'un qui parlait, mais puis plus rien. Je crois que c'est Clément qui voulait dire quelque chose. Oui, c'est pour ça. Bon, pas grave. Mais Et Clément est parti. Mais oui, Clément. Voilà. Bon, bah, Je ai perdu un bref moment. Oui. Mais ça... Alors donc voilà, c'est une sitcom que je disais, donc 11 saisons, pas 10, qu'est-ce que je raconte, c'est 11 saisons. Et donc on la doit à Les Charles, Glenn Charles et James Burrows. James Burrows qui est un réalisateur de sitcom aux 1000 épisodes, même plus maintenant je pense. Et ça parle de quoi? Ça parle d'un bar à Boston qui s'appelle le Cheers et qui est tenu par un ex-joueur de baseball, ancien alcoolique. Voilà, où on va vivre un peu la vie de ce bar et de ses habitués. Ça, c'est le pitch de base. Après, les personnages, il y en a quelques-uns. Mais globalement, je vous ai demandé donc de regarder le pilote.
sauf Olivier, toi tu avais déjà vu le pilote, vu que tu Tout es à à la fait. saison 4, pour être C'est ça. précis. Je viens de commencer la saison 4, tout à fait. Voilà, parce qu'on a quand même encore la chance de pouvoir trouver les DVD relativement facilement. Ouais, alors En notant quand même... c'est Ouais. c'est que c'est la gestion des sous-titres dans les DVD qui est pas évident. Mais Alors, il y a la gestion des sous-titres qui est pas évident, parce que c'est-à-dire que jusqu'à la saison 3 incluse, on a les sous-titres français. On a même du doublage français. Assez mauvais. Voilà, parce que j'aime bien la VF, hein, c'est pas le problème, mais là, ça va pas. Et à partir de la saison 4, ben, c'est plus du tout de français. C'est sous-titres anglais, et puis c'est tout. Voilà. Ouais. Et puis je crois qu'il y a des épisodes, si je me souviens bien, dans la saison 1 qui sont pas dans le bon ordre. Non, il y a quelques problèmes dans l'ordre des épisodes, effectivement. C'est assez C'est quand même- perturbant. Mais c'est pas le seul, hein. Le pire, c'est That 70 Show, où quasiment toutes les saisons, tous les épisodes sont dans le désordre, au point où tu as un personnage qui est mort, et puis juste après, tu l'as nouveau, quoi. Donc, voilà, je sais plus exactement si c'était mort ou parti, enfin voilà, mais c'est pas nouveau, ce genre de truc, et c'est assez gênant, donc on a tout intérêt à suivre l'ordre des épisodes qui sont sur Wikipédia, sur IMDb. Donc ça, c'est pour l'information. C'est pas encore très cher comme coffret. C'est un beau coffret en plus. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir du côté des deux autres personnes qui n'avaient pas encore vu le pilote. Tu veux notre avis impartial? Exactement. Eh bien, écoute, je l'ai regardé tout à l'heure et tu connais mon avis sur les comédies en général. C'est justement pour ça que j'ai choisi celui-là. Eh ben, j'ai beaucoup aimé le pilote de Cheers. Alors. Ça faisait pas 30 secondes que j'avais lancé l'épisode, j'étais déjà en train de rigoler et renifler dans la bière, donc c'était déjà un bon point. Et je trouve il y a des bons personnages, en fait ça marche tout de suite, c'est efficace tout de suite. Il y a un personnage qui rentre, on sait déjà tout de suite qui c'est, quel caractère il a, quel genre de vanne il va faire. C'est tout de suite tu sais à quoi t'attendre et tu sais pourquoi ça va être drôle. Il y a une super dynamique entre les personnages. Enfin, ça fonctionne tout de suite en fait. On m'aurait dit c'est même pas le pilote, ça arrive un peu après. Bah, ça marche comme un épisode, comme si la série avait déjà sa routine quoi. Et c'est drôle, ça vieillit pas. C'est de l'humour qui marche toujours. Bon, même s'il y a quelques trucs qui sont peut-être un peu dépassés, mais ça reste efficace en fait. Et même le brushing de Ted Danson ne vieillit pas, quoi. Donc, c'est bon. Ah, mais il est beau gosse, hein. Faut reconnaître que Ted Danson Celui de est beau Diane, gosse. celui de Diane un peu plus, mais Ouais, le chez les brushing langues. caniche a passé de mode un petit peu. Bon, c'est vrai que voilà, si on veut dire voilà, quand on dit ça ne vieillit pas, c'est dans sa gestion des sujets et de l'humour, à part quelques références qu'on pourrait louper ou qui feront Mais, un peu vieilles, mais c'est ça. mais je dirais même, non seulement ça vieillit pas, mais c'est en plus parfois beaucoup plus moderne que certains trucs qu'on voit actuellement. Ouais. Et notamment, alors on le voit un peu dans le pilote, mais ça s'accentue après au fur et à mesure de la série, c'est que l'humour est super vache, quoi. Et c'est même parfois, il y a un jeu entre Ted Danson et Diane qui est vraiment dur, quoi. Et ça, c'est vraiment la chose qui m'a le plus surpris et qu'on voit dès le pilote, en fait. Ah oui, ça, elle prend cher, la pauvre. Bah ouais, c'est ça. Et en fait, c'est presque le minimum de ce qui va lui arriver. Et ça, c'est vraiment un truc presque hyper moderne, quoi. Qu'on oserait peut-être même plus faire maintenant. D'autant plus que, contrairement à d'autres productions de cette époque-là, et puis je reviendrai directement à toi, Clément, c'est que, oui, elle prend cher, mais elle rend l'appareil. Oui, c'est ça, quoi. C'est vraiment la relation, elle est toxique des deux côtés, quoi. Exactement. Et c'est pas une question de, voilà, lui c'est l'homme et elle c'est la femme qui est, voilà, le côté faible et tout ça. Non, justement, c'est une série qui est très moderne dans ce genre de relation. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, je pense que, enfin, je voyais peu de séries de sitcoms dans ces années-là parce que j'étais pas abonné au câble et compagnie et tout. Donc, mais j'ai l'impression qu'on était quand même dans un côté un peu bisounours dans les sitcoms, dans les trucs comme ça. Et là, le ton, il est vraiment clairement différent de ce
de ce qu'on a pu voir dans les comédies de l'époque, quoi. C'est Exactement. vraiment hyper moderne. Ouais, c'est vrai qu'on était dans des séries qui étaient très avec une morale à la fin, Feel etc. good, quoi. Feel good. Ça reste feel good, hein, mais c'est vrai qu'on a une petite. Ah oui, C'est beaucoup plus. Pas réaliste, mais ouais, c'est humain. c'est feel good, mais ça peut être assez acerbe par moment, quoi. C'est Ouais, vraiment. exactement. Clément, toi, tu ne l'avais Ouais. jamais vu? Si, j'avais vu il y a je pense une dizaine d'années maintenant, le pilote et les 2 premières saisons. Et donc là, ça a été l'occasion de le revoir une nouvelle fois. Mhm. Mais ce qui est étonnant, c'est que moi, enfin, quand vous dites que vous trouvez ça très moderne, la relation entre Sam et Diane, moi, j'y ai quand même beaucoup vu une référence au screwball comedy, enfin, un sous-genre de la comédie américaine où c'est toujours une femme très affirmée qui rencontre un homme en général, souvent issu des couches populaires, et puis c'est cette opposition entre les deux, ça clash, ça s'envoie des vannes, tout est basé sur la répartie, et on sait qu'à la fin, ils finissent ensemble. Donc moi, j'ai vraiment vu cet héritage de tout ce pan de la comédie américaine dans leur Ah oui, relation, surtout dans clairement. les pics qu'ils échangent au début du pilote. Ouais. Non, mais clairement. Mais après, c'est une relation qui part de ça et qui évolue vers justement, voilà, l'opposition, presque une guerre des sexes, où c'est vrai qu'on sait très bien, on sent très bien, et c'est pour ça que le pilote est bien fait, à mon avis, comme tu disais, Elodie, c'est que chaque personnage, tu les as jamais vus. Ils arrivent, tu sais qui est qui, tu commences à déjà voir un peu le caractère, tu te dis, ok, lui, il va faire ça, lui, il va être comme ça, elle va... Enfin, Sam et Diane vont tomber amoureux, c'est clair, limite, c'est dans le cahier des charges, ils doivent. Mais après, c'est la façon dont ils vont tomber amoureux, parce que voilà, c'est pas vraiment un spoiler non plus, c'est quelque chose que très vite on sait, si on regarde sur internet, on parle de Cheers, le premier Et truc puis même, ça se voit tout de suite dans l'épisode. Hein. ça va tout de suite. Sam and Diane, c'est quand même, comme je disais dans C'est rigolo, c'est Ross et Rachel de Friends. Ouais, Moi, c'est je ça. pensais beaucoup à Bruce Willis et Sybil Shepherd dans Et- Clair de Lune aussi. Sauf que eux deux, ça a causé la perte de la série. C'est sûr. Voilà, j'aime beaucoup Moonlighting, mais quand même, c'est ce qui a causé la perte de la série. C'est ce qui a aussi causé une grande partie de la perte de la série de Castle, par exemple, dernièrement. Et plein d'autres séries, hein. C'est voilà, c'est ne pas savoir gérer la relation amoureuse et finir par un truc qui ronronne et qui finalement n'avance plus. Pour une autre sitcom, je dirais How I Met Your Mother. Le couple de... Robin. Non, plutôt Marshall... et là j'ai un trou de mémoire. Lily. Et Marshall et Lily, au bout d'un moment... Ils en font une blague d'ailleurs, c'est une espèce de... C'est même plus un couple, c'est une personne mélangée. Mais ils sont insipides très vite. Mais voilà, ça peut être voulu, mais là, non, sans vouloir spoiler, non, c'est pas quelque chose qui arrive, pas de cette façon-là en tout cas. Donc voilà, Et, oui. et surtout, ça va se matérialiser par vraiment des moments qui sont presque plus de la comédie, quoi. Non. Il y a des moments qui sont presque un peu choquants. Ils vont loin dans la destruction de l'un de l'autre, quoi. Donc je trouve ça hyper intéressant parce que ça vient au milieu de plein de vannes, de trucs comme ça, et c'est d'autant plus fort que c'est intégré dans la comédie et ça marche bien. C'est quelque chose que je trouve qu'on a peu vu, quoi. Justement, quand on dit que le couple Rachel Ross est inspiré de ça. Mhm. C'est jamais allé à ce point-là dans Friends, quoi. Ah non, pas du tout. Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas eu du côté dramatique, etc., doux amer, il y en a. Si tu re-regardes les épisodes, il y en a. Mais, Ouais, mais pas à ce point-là, quoi. mais là, tu sens que c'est des opposés qui s'attirent, mais qui finalement se rendent compte que Leur relation est pas possible. leur relation est pas tout à fait possible, ou en tout cas, ils vont finir par se détruire complètement.
Il y a un truc aussi entre Sam et Diane qu'on retrouve pas dans tous les autres couples qu'on a cités depuis tout à l'heure, c'est le côté lutte des classes. Enfin, il y a vraiment, c'est la snob face au mec de la rue, quoi. C'est J'exagère un peu, l'éducation face au sport, quoi. C'est vraiment Oui. le gars qui est un sportif, c'est un ancien joueur de baseball et qui est censé donc être un peu bas de plafond, et elle est censée être éduquée et avoir fait des grandes études, sauf que finalement elle se retrouve quand même serveuse et lui le patron, quoi. Donc, C'est ça, exactement. Après, il n'y a pas que ces deux personnages-là, hein, parce que c'est vrai que c'est les deux personnages principaux. En fait, ce qui est intéressant, ce que disait Elodie, c'est que c'est vraiment, moi j'ai vu le pilote, donc quand tu avais sorti l'épisode de C'est rigolo sur Cheers, tu m'avais vraiment donné envie de le voir, et comme je disais, à l'époque j'avais pas de truc de câble, j'avais rien, j'avais jamais vu la série, donc je voulais voir ce que ça donnait. Et ce qui est marrant en fait, c'est que là du coup j'ai revu pour l'émission le pilote, mais après avoir vu 4 saisons. Et ce qui est assez dingue, c'est que le rythme des vannes, le rythme tout le rythme en fait, on le retrouve dans le pilote. Et je trouve que ça fait vraiment écho au débat qu'on avait eu il y a 2 semaines sur la qualité l'importance de la qualité du pilote. Alors c'est sûr qu'après, au fur et à mesure, les choses s'améliorent dans le reste de la série et tout. Mais par contre, on a vraiment tout est là. Tous les piliers de la série sont là. Tous les éléments qui vont jouer dans la série sont là. Tout ce qu'il va y avoir par la suite, c'est du raffinement, voilà, le groupe qui va fonctionner de mieux en mieux, et puis les blagues qui vont fonctionner de mieux en mieux, parce que forcément, les acteurs vont jouer de plus en plus ensemble, et quand ça se passe bien, finissent par avoir justement une connivence qui finit par se ressentir. Et ce qui est très fort pour ce pilote-là, c'est que dès le premier épisode, tu as l'impression que ça fait déjà un moment qu'ils jouent ensemble, parce qu'ils ont déjà un jeu d'acteurs dans la connivence, dans la relation amicale. Mais c'est vrai que ça ne fait qu'augmenter avec la suite. Et c'est une série qui, au bout de 11 saisons, finira... Il y aura des épisodes toujours un peu plus faibles, mais globalement, sur durer 11 saisons... Ouais, c'est ça qui est dingue. Et garder une qualité comme ça, c'est fort. C'est la régularité qui est dingue, quoi. Et ça m'a vraiment sauté aux yeux après avoir vu 4 saisons et en revenant sur le pilote, en me disant, mais en fait, c'est comme si j'étais en train de regarder un épisode à la suite de ce que j'étais en train de regarder, quoi. Je voyais vraiment pas de différence, quoi. C'est ça qui est vraiment étonnant. Non, je trouve que le tour de force de ce pilote, c'est aussi, au niveau de l'écriture, là où ils ont été malins, c'est que c'est absolument pas une journée particulière ou exceptionnelle, enfin une soirée plutôt. Ça commence, le gag du cold open avec le jeune garçon qui vient et qui commande une bière, c'est sûrement l'anecdote la plus bateau que pourrait raconter un barman. Et donc c'est vraiment, ça vous met dans la situation, en tant que spectateur, de regarder un jour comme un autre dans ce bar. Alors il y a Diane qui débarque et ça c'est exceptionnel. Oui, c'est l'élément perturbateur. Sinon, le reste du temps, c'est une soirée comme une autre. Et d'ailleurs, donc ça permet de prolonger un nombre d'épisodes incroyable parce que c'est pas que la barre est pas haute, c'est que le principe c'est on va assister à des soirées telles qu'elles se passent dans des bars aux 4 coins des États-Unis, quoi. Exactement. Et comme le dit le générique qui a été prévu pour, c'est un endroit où tout le monde connaît. Je le traduis, mais tout le monde connaît votre nom. Tout le monde est content que tu sois là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne super bien, parce que tu as l'impression d'être un des clients qui voit ça devant lui, et ça marche vraiment très bien. Et ce qui est marrant, c'est que dans les autres épisodes, il y a même des clients qui sont juste là pour un épisode, qui interviennent comme si c'était des habitués, et du coup ça passe super bien, parce que finalement on a cette habitude-là depuis le premier épisode, c'est d'avoir comme cette communauté, et donc on peut avoir des gens qui arrivent comme ça, qui disent juste une réplique, mais comme si tout le monde les connaissait, et on n'a pas besoin de les présenter, on n'a pas besoin de les introduire et tout. Ça passe. Ça marche. On a les piliers de bar, et on a les autres qui gravitent autour, et puis dans ces piliers de bar là, donc
Tu parlais du cold open, mais le cold open, c'est quelque chose qui, dans Cheers, pendant toutes ces saisons, c'est un bonheur. On peut avoir des compilations de cold open sur YouTube de Cheers, c'est à regarder, c'est à plus de rire, parce que souvent, c'est pas lié avec le reste de l'épisode, mais ça met le ton, ça te fait directement sourire ou rire. Et donc, dans les 3 premières saisons, et donc jusqu'à la fin de la 3e saison, on a Coach, qui est un des serveurs. Voilà, un serveur proche de la retraite qui il est décalé, il est complètement déphasé, il est très naïf, et ça donne des trucs très drôles. Ah ouais, c'est vraiment pour moi c'est le personnage le plus drôle, quoi. C'est vraiment, il me fait rire à chaque fois, quoi. Ouais, mais Mais tu vas vraiment voir rire, quoi. C'est pas sourire, le petit sourire, c'est qui te sort. La connerie qui te sort, c'est tellement, tu t'y attends tellement pas que Puis ça t'éclates sort de avec rire, quoi. tellement de naturel en fait. C'est Je- ça. C'est ça. Dans le pilote, la vanne de où sont vos toilettes, bah à côté de ma salle de bain, moi ça me C'est fait génial. clairement rire. En fait. C'est exactement celle que j'ai notée. Et- Et c'est ce que moi, j'ai ça m'a fait c'est ce que hurler j'ai de donné rire. dans C'est rigolo aussi. Cette blague-là me fera toujours rire. Sur le côté de ma salle de bain. Mais Elle est géniale, quoi. Mais- Et la manière dont il le dit, quoi. Et même quand le téléphone sonne et qu'on demande à Ernie Pantusso et qu'il fait C'est est-ce qu'il y a toi. un Ernie Pantusso, qu'on lui dit c'est toi, il fait ah oui, c'est moi, merde. Il est tellement habitué à ce qu'on appelle coach parce que c'était le coach justement de Sam, donc je vais porter Danson. Ensuite, on a Norm, qui lui, c'est C'est le pilier de bar. le pilier de bar. Il est jamais au boulot. Il est au bar parce qu'il veut éviter sa femme. Voilà, c'est vraiment un habitué, et il est tellement habitué que je pense que c'est le seul. Qui boit que de la bière. Ça me Oui, rappelle quelqu'un, en fait. Ouais, sauf que c'est de la fausse bière qu'il boit. Il faut le savoir. Ah ouais, Je ouais. me demandais, c'est marrant, je me posais la question aujourd'hui, tiens. Non, c'est de la fausse bière, c'est ouais, dommage. c'est de la bière sans alcool. Enfin, c'est même pas de la bière, enfin, c'est même pas sans alcool, c'est sans alcool. Et c'est le seul gars qui, quand il rentre dans le bar, tout le monde va crier son prénom. Non. Sauf Diane qui va dire Norman. Mais bon, à chaque fois, et ça c'est un truc récurrent, tu l'attends, et tu finis même toi-même, un peu comme quand tu tapes des mains dans le générique de Friends, par le faire. Hein, Ce qui est marrant, c'est qu'après, ils en jouent, quoi, parce qu'ils jouent sur le rythme des fois, il l'appelle avec un petit peu de décalage. Alors, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il l'appelle pas? Enfin, il y a toujours un jeu là-dessus de rythme qui est intéressant après. Alors, il y Le a... personnage est presque tragique, je trouve. Ah oui, il est oui. pathétique, quoi. En fait, il passe sa vie dans un bar pour éviter sa femme, pour oublier apparemment une routine qui le déprime. Et c'est vrai que il est extrêmement drôle, et en même temps il est très touchant parce qu'il y a un côté tragique dans le personnage. Ouais, Oui. en fait, les deux, Cliff qui est son compère un peu de. Cliff qui Il y a ne un sera que gars. son compère vraiment régulier après la première saison, parce qu'au départ c'était pas du tout prévu pour, qui est le facteur, la Cliff. Ouais, qui qui est un lui- facteur, et les deux sont quand même assez C'est un duo qui pathétiques en marche fait, bien. mais ils sont, Ah ouais. ils sont touchants justement parce que ils font partie de cette communauté, et qu'au sein de cette communauté, ils arrivent à s'affirmer, quoi. Dès Ouais. qu'ils en sortent, ils sont vraiment pathétiques, quoi. Ouais, mais Cliff a un côté je sais tout qui Ah bah, c'est génial. suscite moins l'empathie que Norm, qui est vraiment, enfin, pour moi, hein, mais Norm est vraiment touchant immédiatement. Cliff, il faut éplucher l'oignon pour voir un petit peu l'humanité du personnage. Ouais. Oui, voilà, mais il a son côté je sais tout, mais son côté je sais tout, où il dit beaucoup de conneries. Oui. Je vous renvoie à la théorie du comment s'appellera le prochain président. Et je crois que c'est un nom improbable. Ça se trouve sur YouTube. Hein, voilà, c'est Cliff President Theory, je crois, ou President Name Theory. Vous le trouvez. C'est très très drôle, et c'est toujours comme ça. C'est les facts de Cliff. Et alors, il y a aussi une serveuse qui est donc Carla, qui elle, c'est une femme qui a, je sais plus combien, divorcé d'un D'origine alcoolique, italienne. d'origine italienne, qui a 3 enfants, qu'elle ne supporte plus, voilà. Et Diane, c'est son souffre-douleur, en fait, très vite. Enfin, en tout cas, très vite. C'est parfois ambigu, mais voilà, c'est très vite. Comme ça, elle est très...
Elle est très très sanguine, parfois méchante, même souvent méchante, et c'est le genre de personnage que tu vas détester en saison 1, et tu vas commencer à apprécier apprécier en saison 2. Vraiment. Et pour les mêmes raisons que tu l'as détesté en saison 1. Elle est vraiment intéressante, c'est vraiment un personnage intéressant, et ça c'est les 6 personnages de base. Donc ça, dès que vous connaissez ceux-là, voilà, on s'en sort déjà. Et après, bon, c'est des personnages qui vont arriver soit par la suite, dès la saison 4, Woody Harrelson qui va arriver. Pouf, voilà. Tu t'attends pas à avoir Woody Harrelson là, qui remplace Coach, parce que c'est un secret pour personne, mais l'acteur, donc, Nicolas Colantotto, en fait, a été très très malade, on lui a conseillé de ne plus trop jouer, etc. Il finit par, en fait, son dernier épisode, c'est le cold open l'épisode final de la saison 3. Et après, on ne le voit plus. Et, c'est ça. Déjà, on le voyait plus trop en saison 3. On lui a demandé de se reposer. Très intermittent, ouais. Mais il l'a envoyé chez sa sœur à l'autre bout du pays où il s'est planté. D'ailleurs, c'est très très bien fait parce que il l'envoie chez sa sœur, mais en fait, il se trompe d'avion, il se retrouve dans une autre ville. Enfin bon, il continue quand même à être drôle sur son histoire, alors que finalement, il continuera à être touchant et comme un fantôme dans toute la série, et Woody va reprendre ce rôle. Et quand tu disais ouais, c'est quand même le personnage le plus drôle. C'est pas Coach, mais Woody Harrelson en tant que Woody Boyd, voilà. En plus de ça, tu rajoutes le côté jeune et beau gosse et complètement naïf, et c'est vraiment très très drôle. Ensuite, tu auras Frasier qui est un psychanalyste, qui lui va devenir régulier aussi à partir de cette saison-là à peu près, et qui aura même sa série après dérivée, qui durera 10 saisons aussi, et qui est excellente. Si vous adorez Cheers, il n'y a aucune raison que vous n'aimez pas Frasier. Et sa femme, Bebe Neuwirth, qu'on verra de temps en temps. Et bon, bah voilà, sans spoiler, mais finalement, il y aura une remplaçante aussi pour Diane, qui ne sera pas vraiment une remplaçante, mais voilà, elle sera la nouvelle patronne de Sam, qui est jouée par Kirstie Alley, qui est Rebecca. Et là, c'est pas la tension sexuelle qu'on peut avoir avec Diane, c'est pas le Ross et Rachel, c'est pas tout ça, c'est vraiment le côté je suis ton boss et t'as intérêt à m'obéir, et tu sens très bien que il y aura jamais rien en fait, jamais rien du tout entre eux. Elle est très dure, elle est très très drôle, parfois elle est vraiment très 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 agressive. Enfin voilà, ça c'est des personnages qui sont très très en couleur, mais c'est une série qui l'est aussi, et qui voilà, c'est un monument quand même aux États-Unis. C'est quand même une des séries qui est classée dans les 10 séries qui était la plus regardée. Et comme moi, dans les 50 meilleurs pilotes, dans les 50 meilleurs épisodes de l'histoire de la télé américaine, il y a 2 épisodes de Cheers, je crois. Ah oui, non, clairement, voilà, c'est une série qui s'est arrêtée parce qu'en fait, ils ont voulu arrêter. Pas parce que la chaîne voulait arrêter. Donc ça, faut bien le savoir. C'est parce qu'ils ont eu pitié de mon compte bêta série, en fait, c'est ça, parce que le jour où j'ai rajouté la série à mon compte, si tu veux, il a crié, quoi. C'était horrible. Quand t'as 260 épisodes qui arrivent d'un coup, là, D'ailleurs, il y a une anecdote assez drôle sur justement cette volonté de la chaîne de maintenir la série par rapport à la volonté des créateurs et de Ted Dawson de mettre un terme à la série. C'est que je crois que c'est les frères Charles et James Burrows qui avaient le même agent, et cet agent a fait le pied de grue, les a implorés de continuer la série, et on le voit dans l'épisode final, en fait, essayer de rentrer dans le bar, et Sam lui dit non, désolé, mais c'est fermé là, et le repousse vers l'arrière. Et d'ailleurs, par rapport à cet épisode final, voilà, c'est pas vraiment spoilé parce que il y a prescription là. Il y a prescription, puis c'est des choses qu'on trouve très vite sur internet quand on tape Cheers. Mais voilà, je te voyais dire tout à l'heure, Olivier, que t'es arrivé justement au moment tragique de la disparition de Coach. Ils font ça de façon très très sobre, très humaine, en fait. C'est à peine évoqué. C'est pas larmoyant du tout.
Mais C'est ils dingue. finissent, c'est vraiment bien fait, et ils le font tout au long de la saison 4 qui a suivi, mais surtout, il y aura des petits moments où on va le retrouver dans les saisons qui suivent, mais alors l'épisode final, il y a un clin d'œil qui, voilà, il faut savoir, faut aller fouiller pour le savoir, mais quand Sam finit par fermer et s'en aller du bar, il prend enfin, il redresse le cadre de Geronimo. Et ce cadre de Geronimo, en fait, c'était un cadre qui est arrivé en saison 4. Parce que c'était un cadre qui était dans la loge de l'acteur de coach, en fait, qui jouait coach, Nicolas Colon-Soto. Donc, en fait, juste par ce petit truc-là, c'est aussi un au revoir plusieurs saisons plus tard. Très subtil. Et ils feront la même chose aussi au moment de rentrer sur le plateau. Donc Nicolas Consoto, à chaque fois qu'il rentrait, il embrassait la marche avant de rentrer dessus pour se porter chance. Et ils finiront par tous le faire à tous les épisodes juste après, quoi. Donc c'est ça qui fait que c'est une série qui est importante, parce que c'est une série chorale, mais c'est surtout une série chorale où tu sens que tous ensemble, en fait, ça fonctionne. C'est une famille, ouais. Voilà. C'est une vraie famille, et on évite, à travers ce pilote, on est vite intégré à cette famille, quoi. Et c'est ça qu'on aime dans les séries, quoi. C'est quand on s'identifie au personnage directement, et puis qu'on a envie d'être avec eux, et malgré leurs défauts, ils en ont beaucoup, hein. C'est des personnages qui ont énormément de défauts, qui ont même presque plus de défauts que de qualités. Et non, pas moi. Et si, j'ai un côté débile, mais mais uniquement le mercredi. mais uniquement le mercredi soir. Et je trouve que c'est quelque chose finalement qu'on a tendance un petit peu à oublier, qui fonctionne très bien en ce moment dans One Day at a Time, justement. Et je pense que c'est pour ça que les gens sont tellement attachés à cette série, c'est que et ont été beaucoup attachés aussi à Sense8. C'est même si moi personnellement j'ai pas aimé, mais je pense que on est dans une période où il y a beaucoup de séries cyniques. Et dès qu'on recrée cet esprit famille qu'on peut avoir dans Cheers, dans Friends, dans énormément de séries, et ben tout de suite ça marche, et les gens ils ont envie de suivre, et ils ont envie de continuer à vivre avec cette famille-là, quoi. Exactement. C'est intéressant ce que tu dis, parce que quand on regarde quand est-ce que Cheers est apparu, c'est-à-dire 1982, c'est une des pires périodes de récession aux États-Unis. C'est une période très cynique, très dure. Et du coup, c'est vrai que c'est pas étonnant qu'il y ait qu'une série comme ça qui propose un petit peu un moment. Enfin, de la même manière que les personnages viennent se réfugier dans ce bar, c'est vrai qu'il y avait un refuge pour le spectateur à travers la série. Ouais. Elodie, toi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, parce que on a beaucoup parlé, nous trois, mais toi, voilà, pas tant que ça. Non, mais du coup, moi, j'ai regardé que le pilote, donc c'est pour ça que j'en ai vu moins que vous quand même. Mais oui, c'est une série qui se regarderait très bien actuellement, et que franchement, comme le dit Olivier, si ça faisait pas aussi mal à mon bêta série, je pourrais regarder le reste de la série, en fait. Donc c'est ce que je conseille aux gens, hein, regardez-la, franchement, ça marche toujours aussi bien. Et on a une explication pourquoi ça a jamais réellement pris en France, ou Non, aucune raison. C'est juste que c'était pas facile à marketer, je pense, tout simplement, à faire rentrer dans des cases. C'est un bar, hein, tu te rends pas compte. C'est pas le genre des Français, ouais. Non, mais c'était une période. C'est parce qu'il y a pas de vin, il y a que de la bière, c'est pour ça. Non, mais voilà, mais et puis il y a aussi des références culturelles qui étaient peut-être pas non plus super traduisibles. Et puis il y avait pas. Je pense que c'était vraiment une période où on cherchait des sitcoms, mais des sitcoms familiales. Peut-être, voilà, comme Punky Brewster, ce genre de choses. Sans dénigrer, hein, encore une fois, mais il y a des sitcoms comme ça qui sont ultra célèbres de l'autre côté de l'Atlantique, mais que de l'autre côté, non. Mais celui-là, c'est l'exemple parfait. C'est vrai que c'est tellement... Enfin, je veux dire, même les gens qui sont nés après 93 connaissent la série aux États-Unis, alors qu'en France, personne ne connaît Cheers. C'est encore diffusé sur Netflix aux États-Unis. Il faut savoir qu'il y a 2 bars à Boston qui s'appellent le Cheers, dans lequel on peut justement avoir encore le merchandising. C'est quelque chose qui, encore à l'heure actuelle, donc en 2019,
reste une référence culturelle très forte, au même titre que peut Seinfeld ou Friends peut l'être. Donc oui, c'est étrange, mais en même temps, oui, sans doute des explications, et c'est très bien de pouvoir avoir des possibilités de le découvrir même maintenant, et je l'ai fait découvrir moi à ma femme qui voilà, je sais qu'elle aime bien les comédies, tout ça, c'est pas le souci, mais je me suis dit ouais, ça va être quand même délicat, j'ai essayé de lui faire découvrir des choses que moi j'adorais, et ça n'a pas forcément toujours pris sur elle. Seinfeld, elle aime bien, mais à petite dose. Et là, en fait, elle a accroché directement dès le pilote. Elle s'est dit, ah bah oui, d'accord, on en regarde encore, on en regarde, et on continue donc les saisons. C'est quelque chose que je pense qui... Non, mais c'est vrai. très vite, ça peut marcher, quoi. Ce qu'on disait avec Elodie, c'est que là, on est dans la Pic TV, on a beaucoup de séries à regarder. Et du coup, ça peut faire peur, effectivement, de se lancer dans un truc où il y a 10 saisons, plus le spin-off qui a encore 10 saisons. Donc, on est à quasiment 500, même, ouais, on doit être à 520 épisodes. Ouais, parce qu'il y en a déjà 200... Il doit y en avoir 260, c'est 26 épisodes par saison. Non, il y en a 275, 275 épisodes pour Cheers. C'est clair. On est à 500 épisodes, donc c'est vrai que ça peut faire peur de se lancer dedans, quoi. Mais honnêtement, ça vaut le coup, parce que c'est vraiment à voir, quoi, vraiment. Et pour information, à le conseiller aux gens qui aiment beaucoup les séries, parce que c'est assez drôle. Ça fait partie de ces séries, quand on les découvre tard, a posteriori, on comprend plein de références dans les Simpsons. Oui, exactement. Dans Friends, c'est ça dont il parlait. Ouais. Dans Friends, quand ils sont à Londres, à un moment donné, Joey a le bal du pays. Il se retrouve dans l'hôtel, il allume la télé. C'est quoi? C'est le générique de Cheers qui démarre. Ouais. Les Simpsons, ils ont fait clairement un truc avec le bar. Même le générique du bar du mot, c'est une parodie du générique de Cheers. D'ailleurs, par rapport au bar, je l'avais dit dans C'est rigolo, mais je sais pas si vous voulez regarder. Si vous regardez déjà le générique, ça, ma femme, elle l'adore. Elle dit, elle le trouve génial, quoi. Il y a un côté old school, mais ça passe. Mais si vous regardez l'affichage des noms, le nom de George Wendt qui joue Norm est exactement à l'endroit où se trouve Norm au bar. Toujours. Ouais, parce que sa place est sacrée. Exactement. C'est le seul nom qui ne changera pas de place pendant les 11 saisons. C'est un de mes gags préférés alors je sais plus de quelle saison, mais ce moment où il arrive et il découvre un couple assis à sa place, et c'est d'ailleurs qui a été repris c'est le même gag que dans Friends quand il débarque au Central Perk et qu'il voit des gens installés sur leur divan, sauf que là la scène continue et elle est hilarante. Ou Sheldon dans The Big Bang Theory. Voilà. Ouais, exactement. Le coffret complet des 11 saisons pour l'instant est encore à 50,20€ sur Amazon. Franchement, 11 saisons, ce prix-là. C'est rentable. Voilà, quand même. Et c'est un beau coffret. C'est rentable. Bon, je pense que, ouais, on aura peut-être encore beaucoup de choses à dire. Je sais pas si vous voulez rajouter un dernier truc dessus, à part dire regardez-le ou essayez de le regarder. Bah, moi j'ai une petite chose sur l'écriture, désolé, hein, je ramène souvent au scénario, mais moi ce que je trouve en fait l'idée incroyablement bonne et pourtant tellement simple de la série, c'est de se passer dans un bar. C'est-à-dire que le lieu, parce que en écriture, on appelle l'arène, c'est-à-dire l'endroit où va se dérouler l'action. L'idée du bar est tellement bonne, puisque d'un côté, tu as la mixité sociale, donc il y a des gens qui ne devraient pas se rencontrer, finalement se côtoient à cet endroit-là. Tu as la désinhibition due à l'alcool, donc on va avoir des comportements un peu plus outranciers que ce qu'on aurait dans la vie de tous les jours. Et en plus, vu que c'est un bar et qu'il y a du passage, ça génère plein de personnages secondaires, et ça, c'est vraiment ça paraît bête parce que se dire oui, un bar comme lieu de l'action, on le voit dans tous les sitcoms, mais que ça soit un huis clos uniquement sur le bar, ça je trouve que c'est vraiment incroyablement malin. Ouais. Et c'est suffisamment vivant pour éviter le côté trop statique, et on s'ennuie jamais en fait. Exactement, ouais. Et d'ailleurs en sitcom, c'est drôle aussi parce que dans les règles du sitcom, souvent la caméra est placée, dans le sitcom familial, pardon, la caméra est placée à l'endroit où serait la télé normalement, c'est-à-dire qu'on est face au divan, dans le salon. C'est une espèce de convention qui est restée pendant très longtemps. Et là, c'est un peu, moi, ça m'a surpris en fait en le regardant ce pilote. J'ai l'impression en fait dès le départ qu'on est un
un passant dans la rue qui regarde le bar par la baie vitrée et on n'a qu'une envie, c'est d'y rentrer, quoi. Et c'est Ouais. en tant que spectateur, on n'a qu'une envie, c'est de continuer la série. Ouais, c'est ça, exactement. Je pense qu'on va terminer sur ces beaux mots pour la section sur Cheers. On verra par la suite si on continue justement à... Bon, on aura des pilotes, mais de mélanger peut-être C'est rigolo et Monsieur Seri and Friends, ou... Je sais pas, c'est encore quelque chose qui est en réflexion, mais j'aime bien ce côté justement de pouvoir en discuter, de pouvoir confronter un peu mes goûts et mes découvertes pour savoir un peu ce qu'on en pense, plutôt que de juste vous imposer mes choses que j'aime beaucoup au niveau sitcom. Bon, la prochaine fois on regardera sans doute Rick Hunter, hein, mais D'ailleurs, l'acteur de Rick Hunter devait jouer Sam à l'origine, vous avez vu Ouais. ça? oui. C'est pas pour rien que j'utilise Rick Hunter. Hein. Tout Il y a- est mais de lié toute façon, dans Monsieur Seri. Tout est connecté. tout est connecté. De toute façon, regardez les anecdotes sur Cheers. Il y en a pour des heures de recherche, de scènes, de films, de plein de choses. C'est assez fort. Et il Bon. y a un livre qui a été fait là-dessus ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Le seul truc que je pourrais vous conseiller niveau livre, qui en parle un peu, c'est un livre qui parle des sitcoms. Alors, je vais vous retrouver le titre exactement, parce que c'est un livre en anglais uniquement. Hein. Voilà, c'est hop... Je vais vous rechercher ça tout de suite. Non. Là, je l'ai pas, je vais lancer le générique et puis on va parler des... je le retrouverai juste après. On va parler des recommandations pour éviter de perdre du temps. Et hop, les recommandations... Ma si, c'est Rocco. Quand je fais pas des paroles, je fais des jingles pour des podcasts. Et voilà. Bon, c'est les recommandations. Ciao. Bon, les recommandations. Alors, par qui on va commencer? Bon, de toute façon, on va commencer par l'ordre. Hein. Donc, qui c'est qui veut parler de VIP? Dis donc, Olivier. Oui, c'est moi. En fait, à la base, je voulais pas vous parler de VIP. Je voulais vous parler d'Osmosis parce que c'est ce que j'avais regardé dans la semaine. Mais Et c'est puis nul. hier soir, j'ai regardé VIP. Enfin, le premier épisode de la saison 7 qui vient de recommencer là sur HBO. Et j'ai trouvé ça tellement bien que j'avais envie de vous en parler. Bah oui. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas eu de saison de VIP. Ça fait 2 ans, un truc comme ça, non? Ça m'a paru. Ça a été très long. Je sais pas si c'est 2 ans, Ouais. mais effectivement, c'est long. Je sais C'est pas, toujours mais ça trop m'a long, de toute paru extrêmement long. Et c'est revenu hier et ça m'a fait un choc, quoi. Je me suis dit, mais comment on a pu se passer de cette série pendant si longtemps? Et notamment avec tout le début de l'ère Trump. Oui. Et C'était aussi pour ça qu'il y a eu un petit hiatus entre les 2 saisons. Ouais, peut-être, ouais. Enfin, ils avaient besoin de. Il y avait un moment donné où la réalité avait dépassé la fiction. Ouais. Et mais c'est franchement, est-ce qu'il y a une série qui manie aussi bien la vanne en ce moment? J'ai pas l'impression, quoi. L'épisode avait commencé depuis 20 secondes, qu'il y avait déjà eu 40 vannes et que les 40 vannes étaient bonnes, quoi. Donc cette saison part avec un rythme dingue. On retrouve vraiment tout ce qu'on aime dans la série, mais on a l'impression qu'ils sont surmotivés, quoi. Les scénaristes ont été boostés justement par cette arrivée de Trump, et ils y vont, ils tirent à balles réelles, quoi. Ouais. Et c'est vraiment, j'ai adoré ce retour. On retrouve tous les personnages, on retrouve toute la verve de la série, mais tout en multiplié par 2, quoi. Alors, juste pour ceux qui ne connaissent pas, VIP, c'est une série, une comédie HBO où on suit l'ascension d'une sénatrice, Selina Meyer, qui jouait donc par Julia Louis-Dreyfus, que vous avez pu voir entre autres dans Seinfeld. Et on suit son ascension dans le pouvoir, dans la présidence des États-Unis. VIP, en fait, surtout, elle se présente vice- toujours à l'élection et elle perd toujours, quoi. Voilà, elle perd toujours. Vice-présidente. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle VIP, hein, vice-présidente, c'est VP, VIP, pour les États-Unis. Et donc, c'est une série qui maintenant, donc, cette saison, qui a commencé en 2012.
Ouais, c'est ça, 2012. Et par rapport à la... Ouais, c'était 2017, la saison 6. Donc ça fait presque 2 ans, effectivement. Et oui, c'est des épisodes... ouais, c'est pas à peu près 10 épisodes en général. Ouais, c'est à peu près... Je pense que pour cette saison, c'est un peu plus court. Je crois qu'on est à 6-7 épisodes, pas plus. Mais bon, voilà, c'est... Quoique, j'ai un doute. Mais voilà, c'est une série qui tord en fait toute la partie politique des États-Unis, et c'est vrai que depuis l'arrivée de Trump, c'est d'autant plus fort. Le message est d'autant plus fort. Et c'est saison 7 qui vient de commencer aussi, ouais. C'est super bien écrit. Ce qui est, on est vraiment dans la satire. Vraiment, c'est de la caricature. On n'est pas du tout dans l'humour réaliste, mais on voit la réalité à travers la satire. Et c'est vraiment intéressant. Et c'est quand je dis que c'est bien écrit, il faut aussi que ce soit bien interprété. Oui, ça... Et je peux vous dire que le travail que font les acteurs sur le rythme comique, parce que ça va à 1000 à l'heure, hein. C'est vraiment une réplique toutes les demi-secondes, et ça fait toujours mouche, quoi. C'est la qualité de l'interprétation est juste incroyable, quoi. C'est avec n'importe quel autre acteur, ce serait pas drôle, hein, cette série. Non. Il faut que tout soit au diapason de l'écriture, et c'est ça qui est dingue, quoi. J'imagine absolument personne d'autre dans aucun des rôles, en fait. C'est clair, c'est comme ça. C'est vrai que niveau HBO, il y a Silicon Valley qui est aussi dans... Ouais, mais qui s'est essoufflé au fil du temps, je trouve, quoi. Qui est pas aussi efficace, et vraiment l'humour incisif qu'il y avait dans la première saison de Silicon Valley, je le retrouve moins maintenant, alors que on a l'impression que VIP, ils augmentent au fur et à mesure des saisons, et là, là, ils commencent à un rythme dingue, quoi. Si ça continue comme ça toute la saison, ça va être un chef-d'œuvre de la comédie. Et pour le final, en apothéose, faut l'espérer. Il faut l'espérer. Ah ouais, non, c'est... Vraiment, c'est un super retour. Et si vous n'avez pas commencé VIP, bah allez-y, hein, parce que ça, vous allez prendre votre pied, Ouais. c'est sûr. Là, c'est un peu moins long, il y a une 50aine d'épisodes. Bon. 50aine Ouais, d'épisodes. ça se regarde bien. Et apparemment, ça fait rire parce qu'il y a un petit bruit qui de temps en temps arrive, qui fait... Et là, je vois Rivor qui dit « Ah, apparemment, il y a Pampan qui débarque dans l'équipe. » J'ai l'image de Pampan maintenant, c'est bien. Et donc Osmosis, t'as pas envie d'en parler parce qu'en fait c'est pas bien. Bah, Osmosis, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est pas. Je m'attendais à pire. Franchement, j'avais vu beaucoup de mauvaises critiques. J'aime bien cette phrase. Je m'attendais à pire. Ouais, c'est ça. Vraiment, je m'attendais à un truc horrible. C'est pas la pire des séries françaises qui est sur Netflix. C'est juste que c'est un truc un peu caricatural, qui a un bingo série à elle toute seule, quoi. Et c'est-à-dire qu'il y a tout ce qu'on peut imaginer trouver dans une série. Et c'est un bout de nichon, un gay, une fille enrobée, une mère dans le coma, une brouille fraternelle pour... On dirait un titre de Buffy Serial Friends. C'est ça, un groupe révolutionnaire qui veut tout casser. Enfin, tout y est. Ils ont coché toutes les cases, comme ça ils sont sûrs qu'on va pas leur dire tiens, il manque tel truc. Mais le problème, c'est que du coup ça fait un truc un peu froid, qui est pas dingue à regarder. Ouais. Après, je trouve que l'interprétation est pas si mal. Il y a des acteurs qui jouent franchement faux, mais d'autres qui jouent quand même assez bien. Et finalement, autant il y a des séries genre Planqueur, je m'étais arrêté tout de suite, Philharmonia qui était passé sur France 2, qui était un peu dans le même cas, qui cochait un peu toutes les cases, je m'étais arrêté tout de suite. Autant là, je vais continuer pour avoir la fin de l'histoire, quoi. Mais D'accord. donc c'est pas si nul que ça, mais c'est pas bien non plus, quoi. C'est assez anecdotique. J'espère qu'ils mettront ça sur la jaquette du Blu-ray. Ça n'est pas la pire des séries françaises.
C'est ça. Sur Probablement Netflix. pas la pire série française. Sinon, pour VIP, pour revenir là-dessus, si jamais vous voulez le découvrir, c'est sur OCS Max en France et sur BTV en Belgique. Par contre, dans les autres pays francophones, apparemment, ça reste inédit. Mais si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous les donner. La suite. Je reviens sur le Trello. Je me suis paumé. Alors, en jaune, c'est Clément. Voilà, c'est ça. Alors, toi, tu as noté The Good Place. Ça tombe bien. Dis donc. Il y a comme un lien. Et Ted Danson, Mike Schur qui est fan de Cheers, et on parle de Good Place. Oh bah fin, dis donc. Non, ouais, je voulais parler de The Good Place. Déjà, vous avez vu la semaine dernière Code Quantum, cette fois The Good Place. C'est-à-dire peut-être que bientôt, je conseillerai des séries actuelles. Attends, bientôt, ce sera Maggie. Ouais. On y arrive tranquillement. Non, je voulais parler de The Good Place parce que déjà parce que c'est une excellente série et puis parce que à l'occasion du revisionnage de Cheers, je suis retourné voir The Good Place, mais il y a un petit facteur qui a changé mon visionnage. Je vais vous en parler juste après. Donc juste pour résumer, The Good Place, donc c'est une série qui en est à 3 saisons, 13 épisodes par saison. Donc créé, comme tu disais, par Michael Schur, qui était auparavant sur Parks and Recreation et qui a créé Brooklyn Nine-Nine également. Oui. Et donc c'est une série qui a contrairement à Cheers, qui a un concept classique, là c'est une série à high concept, c'est-à-dire qu'on suit les aventures d'Eleanor qui se réveille au paradis. Et Michael, l'architecte en charge du paradis, qui ressemble à un quartier de banlieue américaine, lui annonce que, vu qu'elle était une incroyable avocate des droits de l'homme, elle a gagné sa place au paradis. Donc elle y rencontre son âme sœur et d'autres personnages, et on découvre très rapidement que Eleanor, en fait, il y a eu une erreur, et c'était, quand elle était vivante sur Terre, une horrible personne. Et à partir de là, donc la série commence, et on se demande est-ce que Eleanor va réussir à dissimuler sa véritable identité et à rester au paradis. Ce qui est déjà, moi je trouve, un très bon concept, et en même temps, je me souviens quand j'ai regardé la série la première fois, se dire combien de temps ils vont tenir avec ça. Et moi je trouve que c'est le gros tour de force de The Good Place, c'est que c'est une série qui, avec un concept super casse-gueule, arrive à se renouveler très régulièrement. Alors je vais marcher sur des œufs parce que j'ai pas envie de révéler le twist de fin de première saison qui est quand même un twist assez incroyable. Mais en tout cas, c'est une série qui, quand je l'ai revisionnée, en fait, c'était à la suite aussi du visionnage d'un essai vidéo sur YouTube qui s'appelait Understanding the Creative Process with the Good Place, et qui en fait fait un parallèle entre l'écriture sitcom ce qui se passe dans la série, et qui serait une métaphore en fait du fait d'écrire du sitcom. Et j'avoue qu'une fois qu'on a ça en tête, c'est assez splendide, notamment à partir de la 2e saison, de voir à quel point Michael Schur en fait fait du méta, mais sans que ça soit évident, sans que ça soit du méta à la Deadpool qui est subtil comme un coup de coude dans les côtes. Là, c'est plus jouer avec les règles du sitcom et les intégrer dans une histoire et faire en sorte de parler de ce que c'est qu'être showrunner, ce que c'est d'écrire une série, ce que c'est de gérer des producteurs, des diffuseurs, et du coup la série prend une dimension assez incroyable quand on le regarde sous cet angle. En plus d'être une excellente série qui, encore une fois, moi j'avais rarement vu un twist qui rebat autant les cartes sur la fin de la première saison. Et vraiment en termes d'écriture, on voit que Schur quand même a fait ses armes sur des séries qui ont eu un succès mérité, parce que c'est une écriture qui est vraiment très fine. Moi, ce que je conseille aux gens qui l'ont pas vu, par contre, c'est de pas se focaliser sur les 2 premiers épisodes, qui ont notamment des effets spéciaux un petit peu crado. Enfin, en tout cas, pas très jolis, et qui laisse penser que la série va être complètement folle, complètement fantastique, alors qu'en fait, pas du tout. C'est une série qui n'est basée que sur les personnages et sur les relations qu'ils entretiennent entre eux.
Donc voilà, Marocco, The Good Place, et c'est surtout que c'est encore meilleur la deuxième fois quand on sait ce qui arrive, et c'est encore meilleur une troisième fois quand on a cette métaphore en tête. Il y a des choses que quand on revoit les épisodes, qu'on se dit putain, c'était devant nos yeux depuis le début. Ouais, ça c'est assez incroyable sur ça. Et là, tu dis, ils nous ont bien eu, quoi. Tu peux nous rappeler là, la référence du truc qui t'a donné l'idée là de... C'est Understanding the Creative Process with the Good Place. C'est le nom de la vidéo. C'est une petite chaîne YouTube sur un jeune homme qui fait des essais vidéo sur la pop culture. Et j'avoue que là, je sais pas si c'est lui qui a eu cette idée, mais il a mis le doigt sur quelque chose de vraiment intéressant. Ouais, c'est vachement intéressant. Voilà. Et puis je vois que sur le chat, on demandait l'article qui parlait de justement la métaphore pas du scénariste mais du showrunner. Donc c'est sur I Cannot Sit Still. Tiens donc. On a les références, voilà. Hein, donc j'ai mis sur le chat qui parlait justement des références. Et entre temps, je vous ai retrouvé le livre, le titre du livre exactement parce que voilà, je savais que c'était Sitcom Writers, mais c'est Sitcom Writers Talk Shop Behind the Scenes. Et en fait, c'est un livre de Paula Finn qui a été rencontrer des gens comme Karl Reiner, Norman Lear et plein de gens de la comédie à la télé, donc des gens qui ont travaillé sur Seinfeld, sur Cheers et sur plein de choses. Et c'est des discussions avec des créateurs de sitcoms et de comédie. Et c'est vraiment très très cool. Bon, par contre, ouais, c'est que en anglais, il n'y a aucune traduction. On a du Larry Charles qui est derrière, on a du James L. Brooks aussi, on a vraiment plein de monde, des gens qui ont travaillé sur les Simpsons, et des gens qui ont travaillé sur The Honeymooners, hein, donc une des premières sitcoms connues. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseille. Ça se trouve assez facilement, je crois que c'est 20-25 €. Mais voilà, si vraiment la sitcom ça vous intéresse, Sitcom Writers Talk Shop, c'est quelque chose de absolument à découvrir et à lire. Bon, ensuite, dans la liste, c'est à moi. Et tiens donc, on parlait de Cheers. J'ai parlé de A.B. Dont j'ai écrit la critique du pilote sur le sérigraphe. Oui, tout à fait. Parce que pour le sérigraphe, j'ai bien accepté de réécrire quelque chose. Voilà. A.B. c'est quoi ? C'est Cheers, mais maintenant. À peu près. Sauf que Sam s'appelle A.B. C'est une ancienne marine qui après avoir essayé d'être serveuse et n'a pas supporté qu'on lui donne des ordres et qu'on la commande, donc elle s'est dit tiens, si moi j'ouvrais mon bar, et si en plus de ça je l'ouvrais derrière chez moi dans ma maison en location, de façon tout à fait clandestine. Ça c'est le pitch de départ. Puis ensuite c'est comme Cheers, c'est-à-dire c'est des personnages qu'on va apprendre à connaître et on aura un élément perturbateur qui est le nouveau propriétaire de cette maison qui va pas être très très content, pas très longtemps, voilà. Et donc c'est vraiment ça. C'est pour moi de toute façon c'est Mike Schur qui était à la production, donc voilà. Et le créateur aussi est un fan de Cheers. On a Nathalie Morales qu'on retrouve dedans, on a Neil Flynn qu'on retrouve après The Middle dans cette série-là en tant que pilier de bar, et d'autres comédiens qu'on connaît moins, dont un que j'avais vu dans The New Girl, dont je me rappelle pas le nom et je suis désolé, vous chercherez vous-même. Bonjour le professionnalisme, on est semi-amateur, je vous rappelle. Mais c'est vraiment ça. On connaît que la moitié des noms du coup. Voilà, de toute façon, je retiens jamais les noms. Faut jamais me demander à moi de retenir. Moi, c'est une catastrophe. Quoi. C'est le mec qui était dans. Et ça, c'est la femme qui était dans. Tu vois, bon, voilà. Et puis quand je me rappelle du nom, je le prononce mal ou il y a un problème. Mais globalement, voilà, l'histoire, c'est ça. C'est A.B. c'est vraiment elle est un peu même beaucoup cynique. Elle a qu'une seule règle, enfin, elle a deux règles, mais la règle principale, c'est qu'aucun téléphone n'est accepté. Donc, personne n'est connecté avec l'extérieur. Il y a une mère de famille qui a sa place. Elle veut garder sa place parce que de là, elle voit la fenêtre de chez elle pour savoir si ses enfants vont bien. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Et c'est des discussions
de tous les jours, c'est commun, ça peut plaire, ça ne peut pas plaire. J'ai bien vu tout à l'heure sur Twitter que ça plaisait pas forcément à tout le monde, surtout si les acteurs ne conviennent pas. Mais dès le pilote, on ressent quelque chose, il y a une alchimie, pas aussi Est-ce que bonne c'est- que dans Cheers. C'est drôle ou. Enfin, J'ai trouvé pas mal de moments drôles, ça m'a fait beaucoup plus sourire que rire. Mais malgré tout, j'étais là, je suis en train de dire, ouais, je sais ce que tu es en train de faire, et franchement, je vais te laisser ta chance. Comme on parlait des pilotes et tout ça, là, ils ont... Ouais, c'est ça. Il y a On le sent qu'il y a supplé- quelque chose Il après. y a le supplément d'âme et de vouloir bien faire derrière qui me dit c'est pas mauvais non plus, c'est quand même drôle. Il y a des moments où j'ai vraiment ri de façon très très franche. J'ai plus souvent souri, mais c'était pas sourire de façon gentille pour faire plaisir. C'était genre ah ouais, c'est cool, mais bon, c'était un peu convenu. Mais ce que j'ai aussi aimé, c'est comme on avait avec Cheers, le côté on est spectateur comme si on voyait de l'extérieur. Il y a des scènes de transition où on voit le plateau parce que c'est une sitcom qui est enregistrée en extérieur. En public, en extérieur. En public et en extérieur. Et on a des transitions où on voit le plateau avec les gradins des gens qui assistent aux enregistrements. Bon, ils enregistrent ça à Los Angeles, ça se passe à San Diego. Donc, globalement, sur une année, il y a moyen de trouver des moments où il fait beau. Donc, c'est pas trop compliqué. C'est plus dur de trouver un jour où il pleut, quoi. Bon, ces derniers temps, il y a eu des moments. Mais bon, malgré tout, voilà. Mais c'est une sitcom qui... J'étais content, je me dis... Putain, ça tombe bien. On veut reparler de Cheers et il y a ça qui tombe. Et quand on avait vu dans les Upfronts, j'étais en train de me dire... Ouais, pourquoi pas. C'était plus Neil Flynn qui me disait... Allez, viens, parce que j'ai vraiment beaucoup l'acteur. Et je suis super content d'avoir découvert ça. Et j'attends avec impatience le deuxième épisode pour me dire ok, ça va, je suis sur la bonne route, ou me dire bah non, finalement c'était juste une fausse impression, mais je pense malgré tout que je serai sur la bonne route, mais que la chaîne pourra rien en faire et que ça va vite être arrêté. Voilà. La bande-annonce, moi, m'a pas du tout Ah non, rassuré elle marche sur, pas, sur la série. Ça se vend pas du tout. Et je pense que c'est la sitcom, c'est le pire genre pour faire des trailers. C'est le pire genre. C'est sûr. Parce que là, entre le passage où elle fait un cocktail avec les mains recouvertes de bandages, ou le gars qui prend feu, ça fait un peu les grosses blagues avec des gros sabots dans la bande. Alors que c'est la blague avec le gars qui prend feu. Quand tu regardes l'épisode, bah justement, elle tombe super bien. Elle tombe super bien, elle est super bien rythmée. Alors que dans le trailer, c'est... Ouais, ok, bon. Non, franchement, faites pas confiance du tout au trailer. Après, peut-être que ça vous plaira pas, mais... Voilà. Mais l'autre chose qui m'étonne vachement, c'est vrai qu'à la fin de la bande-annonce, on voit effectivement le fait que ça soit filmé en extérieur face à un public, ce que je trouve original. Mais là, si tu me dis qu'on le voit, ça c'est un truc, je pense, qui a jamais été fait ou rarement, et c'est assez. C'est assez délicat de montrer. On voit en transition, ouais. Et ils le disent aussi dès le départ, parce que dans beaucoup de séries, de sitcoms comme ça qui sont enregistrées comme ça, ils te disent, voilà, c'est une série qui est recorded in front of a live audience. Et là, ils te disent, recorded outside in front of a live audience. C'est une chose de le dire, c'est une chose de le montrer. Moi, j'aurais vachement peur de casser l'application du spectateur en montrant que cette série, en fait, est une série et tout est artificiel. Et justement, je trouve que ça renforce le tout. C'est vrai ? Ça te donne plus l'impression que c'est pas une série. C'est vu que c'est pas un spoiler, mais dans la série même, il y a des personnes qui, pour arriver au bar, elles doivent passer par des périodes d'acceptation. C'est-à-dire qu'elles arrivent au début, elles sont assises sur un banc dans le fond, elles doivent se taire. Et puis peut-être qu'au bout de autant de mois, elles vont pouvoir passer dans une autre table. Et si ça se passe bien, elles finiront au bar. Et là, je me dis, en fait, le spectateur, c'est un peu la même chose. Ouais, ça peut être intéressant de ce point de vue, effectivement. Non, moi, ça m'a pas choqué. J'étais plutôt de dire, ah, c'est cool. C'est vraiment, franchement cool, et je trouve que c'est bien de l'assumer à ce point-là, et ça finit par jouer avec le côté affectif qu'on a qu'on pourrait avoir avec la série. Ouais. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose à essayer. Ça vous plaît, ça vous plaît pas. Si les acteurs ne vous plaisent pas, pourquoi, voilà.
ça peut aussi ça peut jouer, hein, de toute façon. Mais voilà, Abyss, pour l'instant, il n'y a qu'un seul épisode, et je pense que le deuxième épisode, c'est... fin de C'est quelle semaine. chaîne? C'est NBC. Et j'imagine qu'il n'y a pas du tout rien de prévu en France, quoi. Non, et très franchement, je pense que ce sera jamais le cas. J'imagine. Très franchement, je vois pas. Je vois pas comment. Je vois pas quand. Non. Ah non, oui, non, c'est pire, c'est que le 5. Oui, c'est ça, c'est vendredi. Vendredi. Ouais, c'est tous les vendredis, donc plus ça, c'est une case horaire. C'est difficile le vendredi. Ils savent pas trop quoi en faire, j'ai l'impression. Voilà, c'est mi-saison, vendredi. Bon, après, il y a des séries comme ça peut fonctionner. Moi, je vais attendre de voir, et je sens que vous allez voir qu'en fin de saison du podcast, je vais faire... Ils font chier, ils ont encore annulé un truc qui était bien. J'ai le flair. Voilà. Alors, ensuite, Elodie. Oui, c'est moi. The Act sans les sisters. Moi, j'avais un peu teasé la semaine dernière parce que je restais dans un même lancé de True Crime Story. Ouais. Et oui, sans les sisters, parce que en fait, je vais vous parler de The Act. Qu'est-ce que c'est, The Act? En fait, c'est une série anthologique qui est créée par Nick Antosca, entre autres, et qui a travaillé sur notamment la dernière saison de Channel Zero, mais surtout sur Hannibal. C'est une série qui est diffusée sur Hulu. Et chaque saison revient sur un fait divers qui a marqué un peu notre époque. Pour cette première saison, on revient sur probablement le fait divers qui m'a fait me passionner pour ce genre d'histoire. Donc forcément, j'ai foncé la tête droit vers Dans le mur. Voilà. Non, mais directement, enfin, je n'avais même pas regardé le trailer, juste j'ai vu l'histoire, c'est clairement pour moi. Et cette affaire, en fait, c'est l'affaire de Didi et Gypsy. Donc Didi, c'est la mère de Ça, Gypsy. j'ai eu peur, j'ai compris. Quand t'as dit Didi et, j'ai compris Didier. Putain, c'est quoi ce... Bon, non, c'est pas Didier, enfin. Il y a Didier et Roger qui sont là. Non, donc Didi est la mère de Gypsy et donc on nous montre que Gypsy c'est une adolescente qui a 15 ans et qui souffre d'à peu près tous les maux de la terre, donc elle est tétraplégique, elle ne peut pas manger solide, enfin elle ne peut pas manger du tout, elle fait uniquement par voie seringue directement dans son système digestif, c'est dégueulasse. Elle a l'esprit d'un enfant de 5 ans, bref, elle cumule toutes les maladies improbables de la Terre. Et donc la famille va s'installer dans une toute nouvelle maison qui a été construite par une association après que leur première maison ait été détruite par l'ouragan Katrina. Donc on commence par suivre leur installation, la rencontre avec les voisins, tout ça. Sauf que saut dans le temps, on est 7 ans plus tard et Didi est retrouvée assassinée dans son lit, le dos lacéré de coups de couteau. Et la veille, Gypsy avait laissé sur Facebook des messages indiquant qu'elle allait passer à l'acte. Et donc la question est, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Eh bien, je ne vous spoile rien puisque de toute façon, on le sait très vite dans la série et puis c'est un fait divers qui a quand même été très couvert dans les médias, donc tout le monde connaît. En fait, l'histoire de Didi et Gypsy, c'est un peu l'histoire de la plus grosse arnaque perpétrée par la mère la plus abusive de l'histoire, puisqu'en fait, Gypsy n'a jamais été malade. C'était seulement sa mère qui, à la fois en voulant la garder près d'elle à tout prix et en ayant un petit problème d'ego aussi, l'a rendue malade à force de faire croire qu'elle voulait la soigner, et elle lui a fait croire qu'elle souffrait de maux imaginaires, elle lui a fait croire qu'elle était plus jeune qu'elle ne l'était, etc., et elle a finalement réussi à convaincre toute l'Amérique entière de son histoire, et donc elle est passée à la télévision, enfin c'était vraiment tout un phénomène, quoi. C'est marrant, il y a un peu l'histoire similaire dans Sharp Object, on a eu il y a pas longtemps. Oui, effectivement, c'est un peu le même déclencheur, on va dire. Donc la série va commencer juste avant que Gypsy commence à se douter que quelque chose ne tourne pas rond entre sa mère et elle, et on va suivre tout le déroulé jusqu'à ce drame fatal à coup de saut dans le temps, en fait, où on voit petit à petit donc ce qui s'est passé, et saut dans le temps, on a l'enquête des policiers jusqu'à
l'épisode n'est pas encore diffusé, mais on va avoir droit au procès, etc., etc. Au cast, on a la grande, l'immense, que dis-je, mon actrice préférée, Patricia Arquette, qui joue le rôle de Didi, et elle est absolument effrayante dans cette série. On a Joey King qui a joué dans The Kissing Booth, qui joue Gypsy. On retrouve Chloé Sevigny qui est la voisine. On a Anna Sophia Robb qui est sa fille. Bref, c'est un cast. Ah ouais, c'est 5 étoiles là. Ah oui, mais carrément. Donc forcément, autant vous dire que moi j'ai adoré. La réalisation, elle est très sobre. Il n'y a pas de grands effets un peu à la True Detective. C'est vraiment le genre de série qui laisse parler les événements d'eux-mêmes parce que l'histoire est tellement incroyable que de toute façon, il n'y a pas besoin d'ajouter grand-chose en fait. C'est les épisodes, il faut ressortir tout de suite tout ce qu'il y a de plus glauque et effrayant dans l'histoire. Et on a vraiment je veux dire, on n'a pas vraiment de musique d'ambiance, on n'a pas une réalisation remplie de fioritures, mais juste on montre les faits plus ou moins tels qu'ils se sont passés. Hein. Faut pas non plus se leurrer, c'est quand même très romancé. Mais il y a quelques scènes qui sont assez gênantes à regarder parce que on se rend compte de ce qu'on voit, on sait que c'est une histoire vraie. Mais c'est fascinant en fait, c'est juste fascinant. Les 2 premiers épisodes ont été diffusés à la suite. Et heureusement, parce qu'on a du mal à lâcher le truc, en fait. C'est que c'est des épisodes de 52 minutes et clairement, on ne va pas passer. En plus, forcément, le cast, il est parfait. Patricia Arquette, en vieille mégère, elle ressort bien évidemment au devant de la série. Elle est flippante. Je l'adore, hein, mais elle est flippante. J'espère qu'elle est meilleure que dernièrement dans Escape à Dannemora. Là, où... J'ai pas regardé, mais oui. Non, vous avez des caisses, elle était horrible, quoi. Moi, j'adore en plus. Ça me faisait tellement mal au cœur de la voir cabotiner comme ça. C'était horrible. Donc, là, elle est horrible, mais pas dans le même sens. Elle est méconnaissable. Hein. Ah oui, totalement. En plus, donc, Joey King qui donc, joue Gypsy, pareil, formidable. Surtout quand on voit ce qu'elle a fait avant, c'est pas du tout le même genre. Je veux dire, Kissing Booth à côté, non. Et si vous regardez un petit peu, il y a beaucoup de vidéos qu'on peut trouver des vrais Didi et Gypsy parce qu'elles sont passées dans pas mal d'émissions américaines et tout ça. Et vous verrez qu'il y a quand même un énorme travail de maquillage, d'accessoirisation, etc. où en fait, physiquement, vraiment, ils arrivent à quelque chose de très ressemblant. Et qu'ajouter de plus, c'est très loin d'être caricatural. Franchement, c'est limite... ça pourrait être une série documentaire, en fait. Ce serait la meilleure reconstitution d'une série documentaire. Donc voilà, je vous conseille très fortement d'aller regarder la série. Il y a déjà 3 épisodes qui ont été diffusés. Le 4e sort cette semaine, si je me gourre pas. Et ça se regarde très facilement. Bon, par contre, le regardez pas en mangeant et sortez les mouchoirs. Mais ça... D'accord. Et donc, ça peut se regarder chez nous ou pas du tout ? Oh non, j'ai envie de te dire c'est sur Hulu, alors passer par un VPN quoi, mais sinon... Je pose la question, c'est tout. Bon, enfin, quand même. Merde. Bref, ok, très bien. Ça va arriver bientôt la plateforme Hulu là. Oui, bon, on dit ça fait des années, et puis finalement on aura Hulu, j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Et voilà, et puis on aura la moitié des choses qui sont dessus, ça s'appellera Ouloulou, et on aura bien l'air con. Voilà, je te le dis, moi je te le dis, c'est ce qui va arriver. Bon, bref, merci en tout cas pour vos recommandations. On va passer au mot de la fin. Et le mot de la fin, Clément, ce sera quoi ? Ce sera radiateur. Un peu frisqué. Élodie ? Cloche. Ok, parce que c'est Pâques, c'est ça ? Non, c'était rapport à la bière. C'est un message qu'elle nous envoie. En plus d'être débile, on est cloche, putain, merde. Olivier ? Bébête. Et moi, je dirais cheers. Voilà, bon, santé. Hein, cheers. Allez, là. cheers. J'ai fini, en fait. Et bon, on vous souhaite en tout cas de bonnes séries, une bonne fin de semaine, une bonne écoute, et surtout, n'hésitez pas à nous mettre des bons commentaires, s'il vous plaît, ça nous ferait plaisir, ça nous changerait un petit peu. Ou alors mettez un commentaire méchant. Voilà, ou non, mais bon, bref, voilà, les étoiles c'est bien, mais les commentaires c'est bien aussi. Nous partager sur les réseaux sociaux, prévenir les gens que, oui,
on n'est pas les plus sérieux du monde, et qu'il va falloir s'y faire. C'est comme ça, puis c'est tout. En tout cas, voilà, bonne série, surtout... Jovi. Bon Jovi. Je sais pas. Ouais, il répond pourquoi. Voilà, je me suis dit, tant qu'à se faire striker, autant se faire striker en live. Quand est-ce que ça commence surtout? Non, en fait, c'est une vidéo où le truc est en boucle. Et il joue très mal. Sauf qu'en fait, c'est pas une parodie, c'est réellement eux qui jouent. Ah ouais. C'est ça qui est drôle. C'est que c'est un vrai live, sauf qu'ils jouent très mal sur leur live. Ouais, c'est une vraie pub là pour. Voilà. Ouais, je sais qu'il faut pas que je prenne des places pour le concert de Bon Jovi. Ah, il faut pas. Parce qu'elle est pas bonne, Jovi. Voilà. Vous entendez? C'est horrible. J'arrête ça tout de suite. Bref. Et n'oubliez pas le message de notre nouveau label. Monsieur Série est un podcast semi-amateur du label du 18 juin. Les labels du 18 juin, ils vous ont compris. Allez, ciao.